Le martyre des chrétiens d'Asie se poursuit. Au Sri Lanka, une vague d'attentats visant notamment des églises a fait plus de 300 morts et un demi-millier de blessés. L'attaque a été revendiquée par l'État islamique. Le directeur de l'aide à l'église en détresse, Marc Fromager, revient sur ce drame. Alors que le rapport du procureur spécial Robert Mueller avait conclu à l'absence de collusion avec la Russie lors de la présidentielle américaine de 2016, les démocrates tentent un coup de poker en appelant à la destitution de Donald Trump, un effet d'annonce qui n'inquiète pas le président des États-Unis. En cette période de crise, plusieurs agglomérations françaises connaissent une explosion du prix de l'immobilier. Le marché mondial atteint, lui, des sommets, de quoi inquiéter sur un possible effondrement de la bulle spéculative. Madame, monsieur, bonsoir. Pâques sanglante au Sri Lanka. Un attentat revendiqué par l'État islamique a fait plus de 300 morts sur l'île pendant les célébrations de la fête de la résurrection du Christ. Un drame qui interpelle sur la situation des chrétiens dans la région. Olivier Frère-Jacques. Un carnage pour la fête de Pâques dimanche, alors que les communautés chrétiennes du monde entier fêtaient la résurrection du Christ. Une vague d'attentats a secoué l'île du Sri Lanka en Asie. Une bombe a explosé dans une église de Colombo, l'ancienne capitale du pays. Puis deux autres édifices religieux en périphérie ont également été touchés. À cela s'ajoutent 4 hôtels de luxe attaqués. En tout, c'est pas moins de 8 explosions qui ont causé la mort de plus de 300 personnes, faisant un demi-millier de blessés. Parmi les victimes, 37 étrangers. Une bombe artisanale a également été trouvée sur une route menant à l'aéroport de Colombo. Le directeur de l'aide à l'église en détresse, Marc Fromager, évoque la place des chrétiens dans la société sri-lankaise. Au Sri Lanka, les chrétiens représentent à peu près 9%, donc c'est une minorité certes, mais qui n'est pas marginale, à peu près 7% de catholiques. Leur spécificité, c'est qu'ils sont à la fois dans les deux ethnies les plus importantes de l'île, les Singalais, à peu près 70% de la population, et les Tamouls, à peu près un peu moins de 20% de la population. Donc c'est un cas un peu unique, parce que par ailleurs, sinon, tous les Singalais sont bouddhistes, et tous les Tamouls sont hindous. Et il y a une petite minorité dans chacune de ces deux ethnies qui est chrétienne, et ce qui donne aux chrétiens et à l'Église catholique en particulier un rôle naturel de passerelle, de facilitatrice de dialogue à l'intérieur de ce pays qui a traversé une guerre civile de plus de 30 ans, qui était plutôt apaisé depuis quelques années, et ce qui rend cette série d'attentats d'autant plus surprenante et incompréhensible. Des attentats revendiqués mardi après-midi par l'État islamique et qui auraient été perpétrés en réponse à l'attaque de Christchurch en Nouvelle-Zélande. Une riposte tragique dans la situation des deux pays n'a rien à voir et eu égard à la nature de l'attaque néo-zélandaise menée par un individu qui n'a pas revendiqué son appartenance au christianisme. Pour Marc Fromager, que nous avons joint avant la revendication officielle de Daesh, ces attentats s'inscrivent dans une tentative de l'organisation terroriste de trouver de nouveaux débouchés après son échec à former un État au Levant. Les attaques interviennent dans un climat de tensions religieuses sur l'île, des tensions qui pourtant n'opposaient pas chrétiens et mahométans du Sri Lanka. Les musulmans, c'est à peu près 9 à 10%, donc c'est à peu près autant que les chrétiens. Ce sont des descendants de marchands arabes qui ont épousé dans les siècles passés des Singalaises et des Tamouls. Ils sont assez actifs sur le plan économique. En général, ils ne font pas trop parler d'eux. Ils subissent aussi d'ailleurs parfois des attaques, des menaces de la part de groupements bouddhistes fondamentalistes. Il faut savoir que en fait, dans l'île qui est majoritairement bouddhiste, donc vous avez des groupes qui jouent un agenda politico-religieux à travers la violence notamment, et qui s'en prennent régulièrement aux églises, mais aussi parfois aux mosquées. Donc, en général, on n'en entend pas beaucoup parler des musulmans. Ils ont une croissance démographique supérieure aux autres, ils ont plus d'enfants. Donc certains sociologues vont jusqu'à dire que d'ici la fin du siècle, ce sera une île majoritairement musulmane. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas le cas. Cet attentat, du coup, a priori, le fait de groupes islamistes qui ne sont pas représentatifs, a priori, du reste de la population musulmane de l'île. On peut imaginer que c'est dans cette stratégie que nous observons aujourd'hui de l'État islamique et de ces groupes affiliés affaiblis au Moyen-Orient et qui cherchent aujourd'hui des nouveaux terrains d'opération. Au-delà d'une attaque ciblée contre les chrétiens, les attentats de dimanche viseraient également à affaiblir le pouvoir sri-lankais en marquant les esprits et en installant un climat de terreur propice à appauvrir une île dont le tourisme est une source de revenus importante. Alors, ce qui est certain, c'est qu'il y a eu des attaques
antichrétiennes, donc contre les églises, mais vous le savez, il y a eu également des attentats contre les hôtels, et donc là on est plus sur une dimension religieuse. Clairement, l'objectif c'était d'affaiblir l'État. C'est une destination touristique de premier ordre, le Sri Lanka. En attaquant les hôtels, évidemment l'idée c'est de compromettre l'avenir, la force économique de cette île liée au tourisme. Donc les autorités vont évidemment faire tout ce qui est en leur pouvoir pour non seulement retrouver les responsables de ces attaques, mais veiller à sécuriser encore davantage l'île. Les démocrates veulent faire tomber Donald Trump. Quelques jours après la publication du rapport Mueller, certains candidats à la Maison-Blanche ont demandé la destitution du président américain. Une nouvelle tentative d'intimidation alors que la course à la présidentielle de 2020 a déjà débuté. Les démocrates sonnent la charge. Quelques semaines après la fin des investigations du procureur spécial Robert Mueller, le camp démocrate ne lâche pas le morceau pour faire tomber Donald Trump. La sénatrice progressiste du Massachusetts est candidate à la Maison-Blanche en 2020. Elizabeth Warren a demandé la destitution du président américain. Selon cette démocrate, le rapport expose des faits qui montrent qu'un gouvernement étranger hostile a attaqué l'élection présidentielle de 2016 pour aider Donald Trump et que ce dernier a reçu favorablement cette aide. Une ficelle grossière, surtout lorsque l'on sait qu'après 22 mois d'enquête, Robert Mueller a conclu dans son rapport de 448 pages qu'il n'y avait pas eu d'entente entre l'équipe du républicain Donald Trump et Moscou, même si certains contacts avaient été établis. Si depuis, le président américain s'estime totalement exonéré, le travail de démolition des démocrates ne s'arrête pas pour autant. En effet, il compte s'appuyer sur les doutes qui persistent sur Donald Trump, alors que Robert Mueller a affirmé que le président avait essayé de mettre à mal son enquête. Là encore, rien de très étonnant, même si Elizabeth Warren mise sur ses soupçons en vue de l'élection présidentielle de 2020. Cependant, preuve de la débâcle qui règne au sein des démocrates, ils ne sont que deux autres candidats, Kamala Harris et Julian Castro, à avoir suivi la sénatrice dans sa démarche sur les 19 candidats déjà annoncés. Si tous les trois souhaitent que la Chambre des représentants, à majorité démocrate, s'empare du dossier pour enclencher une procédure, l'initiative a néanmoins très peu de chances d'aboutir. Le camp démocrate étant divisé sur le sujet est minoritaire au Sénat. Or, c'est à la Chambre haute que revient le dernier mot en matière d'impeachment. D'ailleurs, certains démocrates sont réticents et n'ont pas hésité à qualifier l'initiative d'Elizabeth Warren de bataille juridique perdue d'avance, craignant d'en payer le prix dans les urnes lors de la prochaine élection présidentielle en 2020, car le sujet s'inscrit effectivement dans la course à la Maison-Blanche. Ainsi, les attaques d'Elizabeth Warren et des autres candidats s'apparentent surtout à une opération de déstabilisation dont l'issue n'inquiète pas le moins du monde Donald Trump. D'ailleurs, le président américain a immédiatement balayé toutes les velléités de ses opposants sur Twitter, affirmant que seuls de graves délits ou infractions peuvent aboutir à une destitution et que les démocrates n'étaient donc pas en mesure de le destituer. Les conclusions du rapport Mueller étant un soulagement et une bonne nouvelle pour le camp Trump et le Sénat étant majoritairement de son côté, le président américain peut donc poursuivre sereinement sa campagne présidentielle sans que les menaces démocrates ne lui fassent à ce jour de l'ombre. L'immobilier est toujours plus cher alors que l'accès à la propriété demeure accessible dans les petites agglomérations. Les grandes villes, et à plus forte raison Paris, voient leurs tarifs s'envoler dans un contexte mondial de spéculation immobilière. Le risque de crise guette, mais la France paraît pour le moment à l'abri. Olivier Frère-Jacques. 3 ans d'augmentation du prix de l'immobilier dans les grandes agglomérations françaises. En 2018, l'augmentation aurait même atteint les 3,3% selon les notaires. Certaines grandes villes ont même connu d'énormes augmentations, à l'image de Bordeaux, plus 248% entre 1997 et 2017, et Lyon, plus 203% sur la même période. Quant à Paris, on parle d'une croissance de plus de 400% dans certains arrondissements. Aujourd'hui, en moyenne, le prix au mètre carré approche les 10 000 € pour la capitale. Une augmentation qui pourrait faire craindre une explosion de la bulle immobilière, explosion à laquelle ne croient cependant pas les experts du secteur en France. Et pour cause, le prix de l'immobilier pour Paris notamment, s'il est élevé, demeure près de 2 fois inférieur à celui de nos voisins anglais. Côté endettement immobilier par rapport aux revenus disponibles annuels, on parle d'un taux d'endettement de 94% en France, ce qui est énorme, mais inférieur à d'autres pays comme le Japon, 100%, ou les États-Unis, marché pourtant très diversifié en la matière, 130%. Ces pays semblent donc aujourd'hui beaucoup plus exposés à une hypothétique explosion de la bulle.
Autre facteur jouant en faveur des ménages français, le niveau extrêmement bas des taux d'intérêt des crédits immobiliers, 1,5% aujourd'hui contre 3,8% en 2012. La France paraît donc à l'abri pour l'instant d'un effondrement de l'immobilier, ce qui n'est pas le cas d'autres États européens et anglo-saxons essentiellement. Ainsi, le Fonds monétaire international a présenté son rapport de stabilité financière le 11 avril dernier, un rapport dans lequel il évoque clairement le risque d'un retournement du prix de l'immobilier. De quoi inquiéter sur la situation économique mondiale, puisque 2/3 des crises bancaires systémiques ont été précédées d'une chute des prix de l'immobilier. Le FMI encourage d'ailleurs à limiter le montant du crédit en fonction de la valeur du bien et d'utiliser le levier fiscal ainsi que la mise en place de politiques sur le long terme en vue d'accroître l'offre de logements. Une solution qui aurait pour conséquence de densifier les centres urbains, ce qui ne sera évidemment pas favorable à la qualité de vie. Et on retrouve à présent l'actualité en bref, et c'est toujours avec Olivier Frère-Jacques. Nathalie paye ta cotise. La tête de liste La République En Marche aux élections européennes, Nathalie Loiseau, rattrapée par son passé. La candidate âgée de 54 ans a vu le journal Minute pointer du doigt ses antécédents électoraux universitaires nationalistes. Une information copiée allègrement par le site Mediapart. En 1984, Nathalie Loiseau figurait sur une liste UED, Union des étudiants de droite, une façade électorale issue du GUD, le groupe Union Défense, organisation étudiante de la mouvance nationaliste révolutionnaire. Pas très fière de son glorieux passage chez les rats noirs, Nathalie Loiseau, du Goulombier à l'époque, affirme qu'elle ne connaissait pas alors l'orientation de la liste qu'elle aurait intégrée par souci de pluralisme. Une justification un peu légère pour l'étudiante en sciences politiques qu'elle était alors. Aujourd'hui, la porte-flingue du président de la République pour les européennes entend faire la guerre au nationalisme. Volodymyr Zelensky, nouveau président ukrainien. Dimanche, l'acteur et humoriste, sans la moindre expérience politique, a largement remporté le scrutin en dominant le président sortant Petro Poroshenko avec 73% des voix. Усім країнам пострадянського Союзу. Подивіться на нас. Усе можливо. Cette élection inattendue ouvre une période d'incertitude pour l'Ukraine alors que Volodymyr Zelensky a entretenu le flou sur son programme, notamment concernant les relations avec la Russie. La Nouvelle IRA, responsable de la mort d'une journaliste. Ce mardi, ce groupe irlandais républicain dissident, luttant pour la réunification de l'Irlande, a admis être à l'origine de la mort de Lyra McKee. La Nouvelle IRA affirme que la jeune femme de 29 ans a été tragiquement tuée jeudi soir alors qu'elle se tenait à côté des forces de police lourdement armées et qui auraient provoqué des émeutes. Ce drame pourrait raviver les tensions en Ulster en pleine crise du Brexit. Les États-Unis à l'assaut de l'Iran. Alors que Washington s'est cassé les dents dans le dossier syrien, le président Donald Trump n'entend pas mettre fin aux entreprises de déstabilisation au Proche-Orient. Dernière annonce en date, sa volonté de réduire les exportations de pétrole de l'Iran à zéro. La manœuvre états-unienne consisterait à ne pas renouveler les exemptions aux pays importants du brut iranien, ce qui toucherait principalement les deux gros importateurs que sont la Chine et l'Inde. La Turquie serait également touchée, mais tout comme la Chine, elle n'entend pas céder aux pressions de la Maison-Blanche. Même son de cloche, étonnamment, du côté de la Corée du Sud, pourtant allié historique de l'oncle Sam. À l'instar de sa concurrente à l'élection présidentielle Hillary Clinton, le président en fonction pourrait ainsi flatter les néoconservateurs en étouffant l'économie iranienne et déstabiliser la République en place. Cette annonce pourrait un peu plus assombrir l'avenir du Proche-Orient, alors que la Libye semble également plus instable que jamais. Et dans un instant, notre zoom du jour pour retracer 749 années de guerre entre la France et l'Angleterre. L'historien Daniel de Montplaisir publie un bel ouvrage, Quand le lys terrassait la rose. Ce livre retrace le cheminement de ces deux nations qui ont justifié l'appellation mutuelle d'ennemis héréditaires avant de bâtir une alliance qui dure maintenant depuis plus de 200 ans. L'histoire française aujourd'hui, elle était écrite par des républicains. Les républicains n'aiment pas, les historiens républicains n'aimaient pas raconter que nos rois avaient remporté de nombreuses victoires. Pourquoi n'y a-t-il pas en France, effectivement, de place de Bouvines? Il n'y a même pas une place de Castillon. Cette bataille de Castillon, elle est particulièrement emblématique. Il y a une place de Fontenoy, c'est vrai. Elle met fin à la guerre de Cent Ans, elle met fin au Moyen-Âge, elle élimine les Anglais du continent définitivement. Personne ne le sait, sauf ceux qui, tous les ans, je le conseille d'ailleurs à vos éditeurs, s'ils ont l'occasion d'être en Aquitaine au mois de juillet, il y a un magnifique sang et lumière qui commémore la bataille de Castillon. Il n'y a pas de place ou de rue de Castillon en France. Et ce soir, découvrez un nouvel épisode de la petite histoire consacrée à Notre-Dame.
Après le terrible incendie du 15 avril 2019, je me devais de faire un épisode sur Notre-Dame, d'autant que ça m'a été beaucoup demandé, non seulement pour lui rendre hommage, évidemment, mais surtout pour vous conter son histoire qui est aussi grandiose que mouvementée. La Révolution l'a saccagée et dénaturée, la Commune de Paris l'a vandalisée et a tenté de l'incendier, et ensuite, c'est l'oubli et l'abandon qui ont failli avoir raison de Notre-Dame. Malgré toutes ces turpitudes, du haut de ses 850 ans, la cathédrale emblématique de la capitale est restée debout et est une véritable miraculée. Et même après l'incendie qui a causé beaucoup de dégâts, eh bien elle est toujours debout, prête à illuminer à nouveau Paris. Retour sur un symbole qui a été le véritable théâtre des plus grands moments de l'histoire de France. Retrouvez également Passé Présent, Philippe Conrad et Anne Sicard évoquent la vie de Madame de Maintenon et les crimes perpétrés par Jack l'Éventreur. Et tout de suite, la France de Campagnol avec Christian Combaz et vous retrouverez Mes libertés politiques avec François Billot de Lochner après les congés de Pâques. C'est maintenant la fin de cette édition. Merci de votre fidélité. À demain. Bonsoir. Nous avons dans le village de Saint-Barnabé, c'est-à-dire à 14 km, un cas que je ne connais pas assez pour qu'il m'inspire une chronique et qui n'est ni scandaleux ni tellement rare. C'est celui d'un couple à grande différence d'âge, Théodore et Christiane. Lui a 74 ans, elle 54, et c'est une femme assez drôle. Elle dit en plus mon mari fait aucun effort pour se rajeunir et il ressemble à Victor Hugo juste avant le Panthéon. Donc cette femme est plutôt charmante, assez bavarde, alors que lui dit jamais rien. Ils viennent souvent prendre un café et acheter des journaux, car il n'y a rien à Saint-Barnabé, tout a fermé. Le garagiste a laissé ses pompes et ses enseignes Renault depuis les années 70. On se croirait dans un film avec Pierre Richard. La gendarmerie est devenue une sorte de syndicat d'initiative et le bureau de poste qui trônait tout prétentieux et tout moderne jusqu'en 1980 n'a même plus un distributeur de billets. Mais tout ça pour vous dire que ce couple à grande différence d'âge, dont la différence d'âge n'est pas vraiment un sujet, car elle n'est ni blâmable ni tellement rare, s'est fait remarquer récemment parce qu'il est venu avec son neveu, figurez-vous, et l'objet de ma chronique c'est ça. Il est assez facile à résumer, c'est que le neveu du vieux couple en question ressemble au président de la République. C'est frappant, c'est extrêmement gênant vu le contexte, parce qu'on ne peut pas dire que le président soit dans une phase de très grande popularité en ce moment. En tout cas, dans notre coin de province, c'est pas le cas. Donc ce jeune homme se pointe au bar un matin, il y avait heureusement presque personne, et il nous raconte assez simplement que cette ressemblance lui cause du désagrément quand même, parce qu'il est plutôt bon gars, je cite, et que ça lui fait de la peine de subir des regards hostiles tout le temps. Il est obligé de faire son numéro pour s'excuser en public. À la fin, c'est fatigant. Et il ajoute, en plus, je travaille plus ou moins dans la banque, dans les chiffres. Il était comptable pour une série d'EHPAD de la région, il avait peu de relations avec les pensionnaires, mais les plus gâteux d'entre eux étaient persuadés d'avoir régulièrement la visite du président de la République. Et pendant qu'il parlait, je ne pouvais pas m'empêcher d'observer qu'il avait aussi la même voix qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire, c'est un peu normal, quand l'instrument de musique est presque identique, il produit un son voisin. Et il avait aussi la même façon de se justifier sur un ton assez copain-copain, vaguement supérieur quand même, de parler de tout dans la même phrase, de multiplier les incidents, etc. Et pour être encore plus charmeur, malgré ce léger handicap, il m'a fait part d'une anecdote qui avait déjà beaucoup servi, mais qui était amusante, c'est que pour assurer la notoriété et donc la santé financière des établissements pour lesquels il travaillait, il fallait que les familles en aient entendu parler en bien. Du coup, les directions des 6 établissements de son secteur n'arrêtaient pas de lui dire « Est-ce que vous accepteriez d'être dans nos locaux le 26 parce qu'on doit fêter des noces d'or et la presse sera là ?» Sous-entendu, pour la notoriété de l'établissement, ce sera bien voir sur la photo de la Dépêche du Midi le président de la République ou, supposait-elle, au milieu des gens, la flûte de champagne à la main. Dans les familles, ça rassure. Et déjà, avoir des noces d'or ou des centenaires, c'est bien. Ça fait vendre du long séjour, mais là, c'est vraiment le must.
Et c'était vraiment fascinant car il avait même l'humour un peu décalé, vaguement grinçant de son modèle. Il était en polo beige, mais avec une cravate, il devait faire des ravages en réunion, vous savez, dans le genre grand débat, quoi. Il m'a dit assez vite, car il avait repéré en moi un œil peut-être un peu plus attentif et critique que les autres. Je tiens toutefois à préciser une chose, mais je fais ce métier parce que j'aime les gens, j'ai failli devenir prêtre d'ailleurs. En somme, j'aime les vieux comme ma tante Christiane. Je plaisante à moitié. Quand le couple s'est un peu éloigné, quelques minutes après, il m'a dit sincèrement, j'aime beaucoup ma tante parce qu'à 20 ans, elle a voulu épouser cet agriculteur de 40, elle qui était de la ville, fille de notaire, avec son petit air modeste et tranquille. C'est une femme très forte et très courageuse qui gère une exploitation de 400 bêtes. Donc en un quart d'heure, j'en ai beaucoup appris sur ce vieux couple qui avait 4 filles et son neveu si macronien a absolument voulu à la fin me livrer une confidence que je lui réclamais pas, c'est qu'il n'était pas marié et qu'il vivait chez un vieil ami de 67 ans à Villefranche. Il est même allé jusqu'à me laisser sa carte de visite en me demandant de passer les voir un jour ou l'autre car c'était un intellectuel lui aussi, un agrégé d'histoire qui avait racheté un château avec une association. Et nous sommes quittés là-dessus, en fait pas tout à fait là-dessus, il m'a demandé si je voulais faire un selfie avec lui pour épater mes amis à Paris, parce qu'il avait l'habitude, et j'ai répondu que non, mais vous serez dans l'album de Campagnol, je lui ai dit, ce qui revient au même, et j'ai promis, et je vous promets donc d'aller visiter le château du copain de 67 ans, là, à titre de reportage, en somme. Je vous tiendrai au courant. À bientôt, merci, abonnez-vous.